Bonjour à tous et bienvenue. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Serge Motton, je suis directeur de Changeable. Vous savez que pour jouer au tennis, c'est mieux d'avoir une raquette. Pour créer de la valeur, c'est pareil, il faut une raquette. Et cette raquette, c'est la dynamique d'entreprise ou la dynamique de l'organisation, la dynamique de vos équipes. Et la mission de Changeable et de mon équipe, c'est de soutenir, d'entretenir, parfois de réparer aussi la dynamique d'entreprise de nos clients. Alors, pour créer de la valeur, ce qui est a priori l'objectif de toute organisation, hein, une valeur d'usage, pour le client, valeur, sociale, valeur environnementale, valeur économique bien sûr. Ça passe par, évidemment, outils de production, des process, des collaborateurs formés et cetera. Et puis, aussi par la dynamique qui existe, qui se développe entre les collaborateurs, avec les parties prenantes et cetera. Et dynamique est peut-être un vrai levier de création de valeur ou au contraire le fossoyeur de l'organisation. Alors, comment animer, entretenir, développer cette dynamique d'entreprise? Pour nous en parler, je reçois Laure Violet de Schneider Electric. Bonjour Laure. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Super, je suis vraiment ravie d'être là, de prendre ce temps de conversation que j'espère très interactif. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Euh, Voilà, donc tu l'as dit, je suis collaboratrice de Schneider Electric, donc c'est une organisation dans laquelle j'œuvre depuis une quinzaine d'années. Je suis passée par des métiers plutôt en lien avec la supply chain, la data, où finalement je me suis retrouvée à accompagner des projets plutôt transverses. Et c'est là que j'ai développé ce goût de la collaboration à visée de transformation, à visée d'innovation, et que j'ai pu opérer une reconversion interne. Donc aujourd'hui, j'occupe un poste de facilitatrice en intelligence collective à temps plein dans mon organisation, avec une casquette transverse autour de la montée en compétences sur l'intelligence collective, voilà, la capacité d'activer l'intelligence collective au sein de l'organisation. D'accord. Et quand je lisais ton titre l'autre jour, je crois que c'est designer ou quelque chose, enfin, il y a quelque chose de ce titre-là, hein. Co-designer, ouais, c'est ça. Je peux dire un mot là-dessus, effectivement. On a fait le choix, donc on est une équipe là de 5 facilitatrices, en l'occurrence on n'est que des femmes, facilitatrices, et on a fait le choix de s'appeler co-designer, donc designer de la collaboration, et aussi parce que finalement dans le co-design, dans ce mot-là, on peut mettre plusieurs choses. Donc le fait que la conception de ces temps collaboratifs avec nos commanditaires internes, elle est faite en collaboratif. Donc, on retrouve ce co qui dit ça. Et puis, pourquoi designer? Parce que donc Schneider Electric, c'est une entreprise industrielle avec donc des niveaux d'expertise assez élevés, variés, donc techniques, une culture très ingénieure. Et donc, le fait de choisir ce mot de designer, c'est un vocabulaire qui va parler à nos collègues et qui va finalement vraiment légitimer le fait que cette capacité à activer la collaboration, c'est une compétence d'un certain côté technique, en tout cas qui relève une certaine technicité. Et donc voilà, ça permet de valoriser ça, de mettre ça en lumière. Et c'est pour vraiment oui, c'est ça, donner toute la place à cette dimension de conception amont des temps de collaboration. Super. Et tu es humble, je te reconnais bien là, mais tu as créé aussi une structure qui s'appelle, je crois, l'Innovation Square. Oui, alors c'est ça, je peux en dire un mot donc dans quel contexte on œuvre en tant que facilitatrice interne. Donc effectivement, notre structure, elle s'appelle l'Innovation Square. C'est un lab d'innovation. Donc en fait, c'est un lab qui accompagne des projets d'innovation et aussi de transformation. On peut considérer que finalement, la transformation, c'est une forme d'innovation incrémentale, qu'on a envie d'être sur les deux plans, quoi, innovation de rupture, innovation incrémentale. Donc, on accompagne ces projets-là, nos collègues, en fait, qui font appel à nous, en mobilisant les compétences de facilitation, voilà, de design de dispositifs collaboratifs. Donc, ce lab-là, on a fait le choix de mettre le mot innovation dedans, qui est vraiment pour nous positionner à cet endroit-là, et pour créer
une pièce de puzzle supplémentaire à tout le paysage de l'innovation au sein de l'organisation, où finalement, on voyait qu'il y avait un petit manquement, c'est-à-dire qu'on a une culture d'innovation très forte dans le groupe, notamment sur la création d'offres, voilà, penser le futur et nous positionner avec nos offres pour répondre aux enjeux du futur. Pour nos clients. Et donc, nous, ce qu'on vient apporter, c'est vraiment cette compétence du comment. Comment est-ce qu'on innove? Et notamment, une des réponses, c'est par la collaboration et l'intelligence collective. Mmh. Super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très très bien Schneider Electric ou qui l'associent au poste de télévision qu'il y avait chez les grands-parents, est-ce que tu veux juste préciser qui est Schneider Electric aujourd'hui dans le monde? Ouais, merci. En l'occurrence, les postes de télévision, c'est pas nous. Et les escaliers roulants non plus. Schneider Electric, donc nous, on peut se positionner comme un partenaire de l'efficacité énergétique dans le monde par l'électrification. Donc c'est ce qu'on va beaucoup accompagner en fait, c'est un ensemble d'applications en lien avec l'électrification des usages qui permet de maximiser en fait les usages en minimisant l'énergie consommée. Donc ça, c'est notre promesse, notre proposition de valeur. Et aussi en s'appuyant énormément sur le digital. Donc c'est un virage qu'on a opéré déjà depuis plusieurs années, où finalement on mixe donc nos offres, voilà, vraiment de produits. Donc, comme je disais sur la partie électrification, avec des solutions digitales qui permet, et en plus maintenant complètement boostées par l'intelligence artificielle, qui permet de piloter au mieux la consommation et aussi de pouvoir, par exemple, penser de la maintenance prédictive. Voilà, donc ça, c'est notre positionnement, justement la valeur qu'on crée. Et donc, en deux mots, alors c'est une entreprise du CAC 40. Nous sommes 150 000 employés dans le monde, mais avec un modèle qui est assez spécifique pour une entreprise de notre taille et du CAC 40, dans le sens où donc on appelle ça chez nous le modèle multi-hub, ou qu'on peut aussi appeler le glocal, donc global local, où donc à la fois au niveau de notre système de gouvernance, notre comité de direction est réparti sur les 3 continents, et il y a vraiment la volonté d'avoir une approche plus territorialisée, plus régionalisée pour être au plus proche des spécificités des marchés sur lesquels on opère. Voilà, donc finalement, il y a énormément d'organisations finalement plus localisées au sein de cette grande structure, mais qui bénéficient quand même de tout un tas de programmes transverses. Et puis voilà, pour donner juste un dernier chiffre de positionnement, donc on a un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros par an. Voilà, pour un peu les grandes lignes. C'est énorme. Voilà, mais c'est une constellation en fait, voilà, d'organisations différentes réparties dans le monde. Et avec c'est ce que je trouve intéressant, avec vous êtes au cœur des transitions écologiques de par votre activité, et donc évidemment en compétition avec les plus grands acteurs, qui soient chinois ou américains ou européens. Et vous avez une obligation, si je puis dire, d'innovation, une obligation de performance et de proposition de valeur finalement pour l'ensemble de vos clients. Tout à fait. Et en effet, donc c'est là-dessus que je voulais revenir. J'en ai dit un mot déjà tout à l'heure. Donc, gros ADN d'innovation chez nous. Et vraiment le constat que cette capacité à innover, elle passe par la collaboration, et qu'il y a vraiment de l'énergie à mettre là pour augmenter notre capacité collective à finalement innover, mais ensemble, donc remettre le collectif. Moi, j'aime bien dire, donc je suis dans cette entreprise à culture ingénieur, moi-même je ne suis pas ingénieure, et j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on met des cerveaux, voilà, des têtes bien faites dans la même pièce qu'il va en sortir quelque chose de smart, quoi, d'intelligent. Donc, de vraiment donner de la considération au fait que cette capacité à faire prendre la mayonnaise, et pas que, en fait, cette capacité à concevoir
et à créer les conditions qui font que cette mayonnaise, elle prend et qu'il en sort de la créativité, de l'innovation, voilà, ça requiert une certaine compétence. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se positionne et oui, voilà, vraiment de se centrer sur la collaboration. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ça, au-delà des enjeux d'innovation, dans nos enquêtes internes de satisfaction des collaborateurs sur la culture organisationnelle, la collaboration interservice est ce qui pêche le plus depuis des années. Et donc, on espère aussi que cette proposition-là, avec laquelle on arrive, elle soit une réponse à ce frein-là, en tout cas, voilà, un élément qui pèse sur le bien-être des collaborateurs et donc leur capacité aussi à performer. Et vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Moi, ce que j'aime bien avec ce que tu fais avec Schneider Electric, c'est que j'ai fait un certain nombre d'entreprises, je suis passé chez un certain nombre de clients, et ce que je vois, c'est que vous avez quand même une petite longueur d'avance et une vision qui est extrêmement intéressante. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse discuter aujourd'hui. Je crois que ça intéresse un certain nombre des personnes qui nous écoutent. Peut-être pour commencer, tu parlais de collaboration, mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous intéresser à l'intelligence collective et à vous dire, tiens, mais c'est ça en fait qu'il faut travailler? Parce que vous existez, on n'a pas parlé de ça, mais vous existez quand même depuis un paquet d'années. Donc la collaboration, c'est des sujets quand même qui existent dans votre entreprise, avec quelques obstacles évidemment, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, tiens, mais l'intelligence collective, appuyer sur l'intelligence collective, en fait, ça peut être un vrai levier pour nous d'innovation et de création de valeur. Oui, voilà, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette visée-là d'innovation et en même temps, il y a plein d'autres éléments qui sont plus ou moins connexes, pour lesquels on voit que l'intelligence collective est une réponse. Premièrement, et si on revient vraiment à la façon dont les équipes performent ensemble et dont les individus se sentent en capacité de performer, l'intelligence collective, c'est une réponse à la capacité à prendre des décisions et aller vers de l'action concrète, à vraiment transformer les temps voilà, passés ensemble en livrables et à générer une action qui s'inscrit dans le temps. Ça répond aux problématiques aussi très souvent remontées par les collaborateurs de réunionnite aiguë. Une réunion aboutit sur faire une autre réunion. Voilà. Donc là, nous, finalement, ce à quoi on veut répondre, c'est vraiment on maximise notre temps et c'est très en lien aussi avec notre position. Nous, on veut maximiser l'énergie, les ressources dont on dispose dans le système Terre pour les usages voilà, humains. Là aussi, on veut maximiser nos ressources. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'on est dans ce monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu. Et aujourd'hui, il y a énormément de domaines où il n'y a pas de réponse simple à une problématique complexe, à des enjeux complexes, où il y a besoin de beaucoup d'agilité. Et donc, à nouveau, l'intelligence collective, elle permet de se positionner tout à fait à cet endroit-là, où c'est aller chercher les talents de chacun dans de la diversité pour apporter une réponse complexe. Et c'est aussi permettre à chaque collaborateur d'être vraiment engagé, d'être partie prenante de cette création de décisions, des réponses aux problèmes, etc. Et donc, ça permet aussi de répondre à un autre enjeu que rencontrent beaucoup d'entreprises autour du sens et autour de l'engagement des collaborateurs. Voilà, et ça s'inscrit dans la veine finalement d'évolution des organisations vers des modèles de management considérés aujourd'hui comme plus matures, qui s'horizontalisent et où finalement les managers deviennent des facilitateurs de leurs équipes, donc dont le job, quand je dis manager, je parle de manager d'équipe, mais aussi de chef de projet, enfin, en tout cas toute personne qui anime un collectif de personnes autour d'une mission, donc de faciliter
le fait que chacun va aller chercher son talent, va pouvoir mettre son talent en contribution et va à nouveau, il y a aussi cette question du bien-être, hein, mais d'avoir du sens dans ce que je fais, de pouvoir contribuer à la mesure de mon talent, voilà, et donc de bénéficier sur la diversité de ces capacités d'équipe, quoi. Super. Euh, et donc, peut-être si on définit ou si tu nous dis ce que toi tu mets dans l'intelligence collective, tu nous as parlé de collaboration tout à l'heure, mais en quoi ça consiste finalement l'intelligence collective ou agir sur l'intelligence collective Ouais. concrètement? Alors concrètement, pour nous, ça va beaucoup passer par la structuration des temps de collaboration. Donc, c'est des temps qui sont soit ritualisés, préexistants, de réunions d'équipe, de séminaires d'équipe, de réunions de projet. Et dans les réunions de projet, il y a des réunions pour créer voilà, des réponses avancées. Il y a des réunions de rétrospective. Dans le système de l'agilité, on voit ça beaucoup. Donc en fait, c'est comme derrière intelligence collective, c'est finalement ce processus de qu'est-ce que je fais en amont, comment est-ce que je conçois ce temps-là, qui je mets dans la pièce, comment je choisis les parties prenantes qui ont besoin d'être là, quel chemin je leur fais prendre, comment je structure ce temps-là, soignant l'introduction, la conclusion, les phases d'émergence, de convergence. Comment est-ce que je sécurise aussi le très concret, l'actionnable, pour qu'il y ait finalement de la continuité entre ce temps-là, ce temps fort collaboratif, et ensuite le fait que ça voilà, ça se transforme, enfin ça se poursuive de manière concrète dans les missions. Et donc, cette posture de facilitateur, facilitatrice, aussi pour donc avant concevoir et en séance, créer les conditions de sécurité psychologique et aussi d'offrir la possibilité pour que les personnes s'ouvrent, sortent on dit out of the box, voilà, se permettre de la créativité. Donc, c'est toute cette capacité-là qui va permettre de maximiser finalement. Donc, une définition de l'intelligence collective, c'est qu'elle est supérieure à la somme des intelligences individuelles présentes. Donc, c'est vraiment, tout à l'heure, je parlais de faire prendre la mayonnaise. Il y a cette chose un peu magique, là, quand on en est témoin, ou qu'on crée les conditions pour et qu'on est témoin que ça a lieu. À un moment donné, les idées rebondissent et puis tout d'un coup, il y a des idées qui émergent qui ne sont plus les idées d'un tel ou d'un tel, qui sont vraiment quelque chose comme ça qui est monté de l'intelligence collective. Voilà ce que je pourrais en dire. Super. Et quand tu parles de structurer ces temps de collaboration, alors on pense évidemment à des temps de collaboration entre collaborateurs de Schneider Electric, mais vous avez aussi la particularité d'intégrer des personnes qui sont extérieures à votre entité, à vos entités. Oui, alors effectivement, un des leviers de l'intelligence collective, c'est la diversité des personnes qui vont être dans la pièce. Et donc, ça fait partie aussi de notre point d'attention, d'ouvrir au maximum, donc déjà en interne, d'aller chercher le transverse, d'aller chercher des profils aussi qui sont différents. Et c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, je parlais d'expertise. Et en fait, c'est de faire venir des points de vue qui ne portent pas cette expertise-là, mais qui, par la diversité, vont apporter des ouvertures et qui vont générer de la créativité. Et puis, bien sûr, on accompagne aussi des projets ou des demandes qui incluent l'ensemble des parties prenantes de notre chaîne de valeur. Donc, ça nous est arrivé, par exemple, d'accueillir une fondation dans laquelle Schneider est partie prenante qui réfléchit sur le grand continu, donc dans lesquels il y a des concurrents de Schneider, mais qui sont en train et puis d'autres parties prenantes de cette chaîne de valeur-là qui réfléchissent ensemble au futur du courant continu. Mais aussi, on accompagne de plus en plus nos commerciaux ou nos porteurs de projets qui travaillent en amont avec nos clients
Et ça, je trouve que c'est aussi super intéressant parce que j'ai mentionné tout à l'heure l'évolution du métier de manager, de chef de projet. Et on voit ça aussi auprès de nos commerciaux où finalement, il y a une posture qui évolue, qui va vers ce qu'on appelle chez nous la posture de consultant. Donc, ça s'appelle consultative selling, voilà, la capacité à vendre avec cette posture de consultant. Et c'est-à-dire que là, finalement, c'est aller mobiliser aussi ces éléments-là pour être en écoute active du client, aider le client à reformuler son besoin, et puis ensuite co-créer ensemble, en partenariat, quelle serait une réponse à partir des possibilités de Schneider, par exemple, et ou d'autres interlocuteurs de la chaîne de valeur, une réponse qui soit adaptée à la problématique en question. Voilà, donc oui, effectivement, et puis on travaille aussi pas mal avec des partenaires académiques. Là encore, je trouve de mélanger le contexte de l'entreprise qui est vraiment applicatif et les académiques, c'est très riche. Donc, on s'appuie aussi sur eux, notamment pour des phases d'inspiration, par exemple, ou dans des projets de prospective long terme, où les travaux de recherche peuvent alimenter quoi, les réflexions. Mmh. Et donc on voit en effet l'intérêt de réunir ces différents profils, ces différents courants, ces différents regards, quand on a l'impossibilité de résoudre un problème de manière simple, et qu'on est obligé de se composer avec d'autres parties prenantes. Et donc de structurer, comme tu disais, de designer et d'animer une séance de travail où finalement on a pensé au process et au comment en fait les personnes vont réfléchir, penser comment on va les faire aussi et peut-être les surprendre, C'est les ça. amener comment on appelle ça, à se désaxer ou à se Faire un pas de côté. enfin faire le pas de côté, merci, Mhm. pour arriver à avoir des idées, pour arriver à avoir des compréhensions aussi Mm. de certains sujets, certaines thématiques qui sont importantes. Euh, Ça, c'est super. Et alors, on a déjà une petite idée des bénéfices que vous pouvez obtenir, mais est-ce que tu peux nous en parler? Quels bénéfices vous avez déjà pu identifier? Comment vous les percevez? Éventuellement, quels KPI vous utilisez? Et puis avant de te laisser répondre, je vais aussi m'adresser à ceux qui nous écoutent. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, ou si simplement vous avez envie de dire super, je suis d'accord avec toi, Laure, eh bien vous pouvez aussi faire un petit quelque chose dans le chat qui est je ne sais pas où dans l'écran de Teams, mais je suis sûr que vous le trouvez. Alors Laure, oui, sur ces bénéfices, Mhm. comment vous les regardez? Quels KPI vous observez? Est-ce que vous avez seulement des KPI? Parce que on parle quand même d'une matière qui est extrêmement Ouais. euh, Alors intellectuelle ça, ou qui est... voilà, c'est ça. C'est un sujet qui est assez compliqué et effectivement, on est dans une structure, un système qui a envie de mesurer l'impact et la performance de ce qu'on fait. Donc ça, il y a une demande forte. Et en même temps, comme tu le soulignes, euh, il y a quand même une grande part d'intangible qui est assez difficile à tangibiliser. Donc, on a fait le choix d'avoir des indicateurs qui soient finalement qualitatifs, donc qui soient du déclaratif. Alors, voilà, notre finalement indicateur primaire, c'est de envoyer une enquête de satisfaction aux personnes qui passent par les ateliers qu'on soit avec eux et qu'on anime pour eux. Donc, que ce soit les demandeurs ou les participants des ateliers qui n'étaient pas dans la phase de conception avec nous. Et on leur pose une question simple qui est à quel point elle considère que notre accompagnement leur a permis d'accélérer leur projet. Donc c'est cette notion d'accélération qui est notre indicateur principal, vraiment dans cette optique dont on a déjà parlé, de performance collective et de faire au mieux avec les ressources dont on dispose, ressources humaines, ressources de temps, d'énergie. Voilà, donc là, on a des résultats qui sont excellentissimes. Et donc, après, on leur pose aussi la question le NPS, hein, qui est assez classique, là, le Net Promoter Score, qui sont voilà, une façon d'évaluer la satisfaction de ses clients. Donc là, nos clients internes, assez classiques, pour lesquels aussi, idem, on a des excellents résultats.
On aimerait bien, comme je le disais en amont, voir dans les enquêtes donc de satisfaction employée interne, voir ce curseur sur la satisfaction de la collaboration monter. Donc, et en même temps, comme je disais, on est 150 000 collaborateurs à travers le monde. Aujourd'hui, notre équipe, elle est basée en France. Elle agit principalement sur le territoire français. On aimerait internationaliser ça. Donc voilà, probablement que ça prendra du temps pour vraiment voir cette corrélation. Mais en tout cas, ça ferait partie, oui, des éléments finalement un peu plus distants sur lesquels on aimerait voir de l'impact à terme. Voilà, et puis donc ensuite, un autre finalement élément qu'on regarde, mais qui est chiffré, mais qui bat pas forcément. Donc c'est le nombre de personnes qu'on touche. À nouveau parce que voilà, pour impulser cette transformation au niveau de la culture d'organisation, si je m'appuie sur la courbe, la gaussienne de l'adoption, du changement, de l'adoption de l'innovation, j'ai besoin d'avoir un certain pourcentage alors je ne connais pas les terminologies en français, je demande pardon à ceux qui ne supportent pas les anglicismes, mais c'est mon quotidien. Donc des early adopters, là, ceux qui sont les pionniers, early adopters, avant de faire basculer ce qu'on appelle le ventre mou. Donc il nous faut toucher un certain nombre de personnes pour que par capillarité, il y ait de l'impact sur notre culture d'entreprise. Donc, on va quand même regarder ça. Et notamment, comme on en parlait par rapport à la structure de notre entreprise, on va vérifier qu'il y a une bonne représentativité par entité. Donc, ça va être entité en termes organisationnels et puis entité aussi en termes géographiques. Voilà. Tu parlais il y a un instant de la courbe de Rupert-Everett, qui est une courbe qui date des années 60, qui a été définie pour illustrer comment une innovation, quelle qu'elle soit, se diffuse dans une société, dans une organisation, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, notamment sur les questions du changement, moi, c'est une courbe que j'utilise plutôt que les courbes classiques de Ross Kobler. Parce que je trouve qu'elle reflète beaucoup plus en fait la réalité des choses. C'est-à-dire, en effet, on commence par des early adopteurs, les premiers adopteurs qui sont en général des gens qui ont un questionnement, une insatisfaction qu'ils ont envie de solutionner. Donc, on leur donne une solution, ils essayent. Et voilà. Et si ça marche, en effet, ils peuvent aller chercher on appelle ça l'early majority, donc qui est la première majorité qui nous permet ensuite d'arriver vers les 50% de personnes touchées et intéressées et pratiquant ces pratiques, et ensuite de diffuser sur le restant de l'organisation. Donc ça, c'est une particularité de votre mode de diffusion aussi, c'est que vous auriez pu dire on croit à l'intelligence collective, on forme tout le monde et on demande à tous les managers ou à tous les leaders de mettre de l'intelligence collective dans leur séance de travail collaboratif. Et vous n'avez pas choisi ça, vous avez plutôt choisi de... Oui. Alors, et merci pour ta question parce que ça va me permettre, je pense, de répondre à celle de Aïda dans le chat sur la diffusion auprès des managers. Alors, en effet, plusieurs éléments. On fait le choix de s'appuyer, donc selon le principe là, de cette courbe que tu as rappelé, sur les pionniers, les personnes qui ont de l'appétit pour ça, qui ont l'élan, qui ont envie, en pariant sur le fait que voilà, cette énergie investie là où il y a déjà de l'énergie, de l'appétit, va ensuite se transmettre, se diffuser par capillarité. Deuxième élément, moi, je ne crois pas que ça soit possible, quand on parle de posture, de l'imposer, en fait, que ça fasse partie... en l'occurrence, il se trouve qu'il y a une journée intelligence collective dans nos programmes, les programmes à destination des managers, nouveaux managers, managers de managers, etc. Donc, on leur donne quand même, on leur fait goûter ça. Mais en tout cas, il y a pas ensuite voilà, d'obligation de s'insérer dans un programme qui fait que je vais continuer. C'est plutôt, on essaye de capter les personnes qui ont cet appétit-là pour ensuite, ces personnes-là en particulier, les accompagner. Donc oui, moi, je ne crois pas que ça soit possible de former tout le monde. Voilà. Et d'autant plus que les personnes, ce que j'observe, c'est que les personnes ont besoin d'expérimenter, en fait, de faire l'expérience pour toucher du doigt les bénéfices, appréhender aussi ce que ça veut dire, parce que là, on peut en parler, mais les personnes qui n'ont pas fait l'expérience d'un atelier facilité,
entendent les mots, mais ne voient pas vraiment de quoi il s'agit par rapport aux habitudes de fonctionnement. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que notre équipe, nous qui proposons des ateliers pour nos collègues, ça permet à nos collègues de faire l'expérience et à partir de là, de se mettre en chemin, se former et finalement proposer dans leurs propres espaces de sessions de travail des briques de ce qu'elles ont vécu en atelier avec nous. Voilà, je ne sais pas si... Alors, peut-être je peux dire un mot de plus par rapport au manager AIDA. Donc, comme je le disais, il y a cette journée-là qui est proposée dans les programmes managers. Après, donc, nous, le dispositif qu'on a mis en place, c'est de créer une communauté de pratique. Donc, l'idée, c'est qu'on veut vraiment jongler entre ces différents éléments que j'ai commencé à nommer. Il y a un petit temps à investir de formation, ça c'est indéniable. Et en même temps, c'est un temps qui est relativement limité. C'est juste pour avoir des bases, des repères communs et voilà, partager du vocabulaire et des éléments de repère vraiment sur la posture et la façon de procéder. Donc, je recommanderais 2 jours. Par contre, après, ce qui va faire, et là à nouveau dans la mesure d'impact, ce qui fait que ça transforme et que ça devient une nouvelle manière de travailler, c'est d'aller faire des expériences et de capitaliser sur ces expériences. Et là, nous, notre réponse à ça, c'est à nouveau le co. Donc, c'est une communauté de pratique donc qu'on anime à raison de une à plusieurs rencontres par mois pour que les personnes puissent binomer, par exemple, donc compagnonner ensemble, trouver donc un manager, par exemple, puisse faire appel à quelqu'un de la communauté pour l'aider à penser son atelier en amont. Et puis, pourquoi pas, s'il y a un problème de partialité, demander à justement, on accompagne aussi des facilitateurs internes qui font pas ça à temps plein, en fait, qui dégagent du temps de travail pour faciliter pour d'autres, pour permettre justement de faciliter les uns pour les autres d'une équipe à l'autre et permettre au manager, par exemple, ou au chef de projet d'être partie prenante de sa session de travail sans avoir se dégager de la casquette de facilitation. Voilà, donc vraiment ce point de communauté et puis aussi donc vraiment des temps institutionnalisés de réflexion sur la pratique qui pour moi participe complètement à l'apprentissage et à nouveau dans ce co-apprentissage et qui soutient aussi en termes de culture d'organisation le fameux droit à l'erreur. C'est-à-dire que voilà, il y a pas d'erreur, il y a que des apprentissages. Quand je me plante, je pousse. Et comment d'institutionnaliser ces temps de partage et de co-apprentissage, voilà, à la fois ça soutient cette culture-là et ça fait grandir tout le monde en fait. Donc, si on prend un exemple, imaginons que je sois directeur d'un programme sur un nouveau produit. J'ai à un moment à inviter mon équipe R&D qui m'est affectée, plus mes commerciaux, et puis un ou deux clients et éventuellement un ou deux fournisseurs. Et je dois réunir ce petit monde-là pour parler d'un prototype, présenter un prototype et surtout les faire réagir par rapport à ce prototype. Donc là, je peux m'adresser finalement à toi et pour que tu viennes m'aider à concevoir la journée qu'on va passer ensemble ou peut-être l'heure qu'on va passer ensemble, hein, ça dépend en fonction du temps qu'on aura choisi, pour les amener à déjà se rencontrer, abaisser les barrières de défense pour que les gens puissent se parler plus simplement ou plus directement et donner leurs idées sans avoir peur de heurter l'autre, etc. Et puis ensuite de concevoir le moment où je vais leur présenter le prototype et où je vais les faire réagir et où là, je vais les amener à de la créativité parce que moi, c'est ce que je veux, c'est qu'ils m'amènent des idées ou qu'ils rebondissent les uns sur les autres pour m'amener des nouvelles idées pour améliorer mon prototype. Donc ça, je peux m'adresser à toi pour faire ça, par exemple. Voilà, exactement. Et donc la façon dont ça se passe, c'est que on va faire un petit temps où tu vas m'expliquer ton besoin et moi, ça va me permettre d'aiguiller sur les ressources adéquates de notre côté, puisque comme j'ai dit, on est une équipe de 5 et autour de nous, on a monté une communauté d'une 10-15aine
de facilitateurs internes donc qui dégagent 10-15% de leur temps pour faciliter en transverse. Et donc, en fonction du niveau stratégique, du degré de complexité, du fait que ça soit très écosystémique ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est pour une équipe constituée, est-ce que là, dans ton cas, tu m'as parlé de différents interlocuteurs qui viennent de différentes, différentes parties de l'organisation, plus les clients. Donc voilà, en fonction de tous ces éléments-là, on va avoir donc on va mettre les bonnes ressources et puis aussi le bon dispositif. Et ça va me permettre aussi d'éclairer un peu le comment est-ce que on fait grandir l'organisation. L'expérience qu'on a faite, c'est que il y a de la valeur dans deux types d'accompagnement. Un premier qui va être de bout en bout, où je vais donc entendre ton besoin et puis on va se prendre quelques séances de travail ensemble pour co-élaborer justement ce dispositif, cette journée ou cette heure. Puis le jour J, je faciliterai. Et puis ensuite, on se verra pour un débrief, toujours dans cette idée aussi du co-apprentissage. Un deuxième dispositif qui est plus léger, mais qui apporte énormément de valeur, c'est qu'on passe du temps ensemble uniquement en amont. Et après, je te laisse faire le jour J. Et donc là, l'idée, c'est finalement, on investit donc un temps un petit peu plus réduit. Ce que je te demande, c'est d'arriver avec déjà les grandes briques de comment tu vois la journée, parce que bon, tu en as déjà fait, donc tu as quand même une expérience de laquelle on peut démarrer. Et puis moi, finalement, je vais avoir plus une posture de consultante où je vais dire, tiens, est-ce que là, dans ce temps-là, que je vois très top-down, peut-être l'énergie va baisser, est-ce qu'on pourrait mettre plus de participatif? Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? Ou alors là, tu vas me dire, ben là, je vais me retrouver avec plein d'idées, je ne sais pas comment faire pour les sélectionner. Et donc là, je vais te faire proposer un module qui permet ça. Voilà, donc on va avoir cette conversation et ça, les retours de nos clients internes, là, de nos collègues sur ce dispositif-là plus léger, ils sont excellentissimes parce que finalement, ça nous permet, voilà, en fonction de notre temps, qu'est-ce qu'il est, de répondre à beaucoup plus de demandes et vraiment, ça participe à l'autonomisation des personnes, quoi. Il y a soit vous avez la capacité d'intervenir et de faire pour, soit vous aidez finalement les différents acteurs de votre entreprise à faire en leur donnant les bons éléments, leur permettant aussi de prévenir et d'éviter de tomber dans les choses trappes et dans les pièges et de pouvoir être dans quelque chose qui va chercher, comme tu le disais, à maximiser finalement le temps qu'on a ensemble. Ouais, c'est ça. De collaboration, de création, d'imagination, etc. Ouais. Et puis, je peux peut-être ajouter une chose avant qu'on regarde les questions du chat. C'est aussi que finalement, c'est un virage qu'on est en train de prendre maintenant, toujours dans cette réflexion du push-pull dans l'approche, où aujourd'hui, on a laissé les personnes venir à nous en fonction des besoins, et puis nous, on aiguille. Et là, en fait, on aimerait être un petit peu plus systématique pour avoir des relais dans chacune de ces entités, donc à des granularités plus ou moins grandes de l'organisation. L'idée étant que justement, on veut vraiment soutenir la montée en compétences globale, l'autonomisation des équipes. Donc, quand on veut éviter que des équipes fassent appel à nous de manière récurrente. On n'a pas envie d'être justement un centre de consulting interne un prestataire interne auquel on fait appel. On veut être en partenariat et soutenir cette montée en compétences. Donc, quand on a une équipe ou voilà, un commanditaire interne qui vient nous voir pour une demande, a fortiori par exemple ta demande, Serge, j'imagine que ça va être récurrent de présenter des prototypes à des clients. Donc je vais te demander si toi ou quelqu'un de ton équipe, vous êtes prêt à investir sur votre montée en compétences. Et puis là, on va vous faire rentrer dans notre dispositif que j'ai décrit de formation, de communauté, etc. Et qui fait que la prochaine fois, il y aura peut-être donc cette personne, toi ou cette personne de ton équipe qui va évoluer dans cette communauté, elle va se sentir suffisamment compétente pour prendre ce sujet-là en autonomie et même aider ses pairs au sein de l'équipe. Voilà. Super, merci. Quelques questions dans le chat. En effet, on avait Véronique qui nous demandait comment fonctionnent vos ateliers. Alors, je ne sais pas si on a répondu avec l'exemple qu'on a pu citer. Quelle durée Oui, ça, je peux répondre rapidement à ça. Donc, aujourd'hui, les demandes qu'on reçoit, c'est souvent pour des ateliers relativement conséquents qui vont s'étaler de
1 jour et demi à 3 jours, en gros. Donc plutôt format voilà, séminaire d'équipe où donc nous, on aime bien vraiment accompagner des sujets qui sont transverses, donc pas forcément intra-équipe. Voilà, donc en tout cas, séance de travail sur un sujet spécifique, mais relativement conséquente. On a aussi des demandes pour des ateliers beaucoup plus courts et là, on choisit plutôt de s'appuyer sur notre communauté, notre réseau interne là, qu'on a monté en compétences pour y répondre. Et sur la question de la durée, elle est intéressante parce que c'est aussi un virage qu'on aimerait prendre où finalement, et qui nous permettrait aussi de mesurer cet impact d'une autre façon en suivant des équipes dans la durée pour pouvoir constater aussi, nous, comment la posture, que ce soit des participants, des commanditaires, elle évolue d'un atelier à l'autre. Et en tout cas, on aimerait, oui, aussi pouvoir être une partie prenante interne, donc, toujours dans ce paysage de l'innovation, qui accompagne plus justement des programmes, un peu plus sur le long terme, que juste voilà, du one-shot, quoi, des ateliers spécifiques. En fait, c'est aussi, il faut aussi dire que se poser en facilitateur d'une séance de travail collaborative, ça demande aussi un travail personnel. C'est-à-dire que celui qui va chercher la gloire, qui a un ego, qui a besoin d'être nourri, probablement ne sera pas le meilleur profil pour pouvoir faciliter ces événements-là. Hein. De même que la personne qui est extrêmement, qui vit dans la peur qu'on fasse une bêtise ou qu'on prenne une mauvaise décision ou que ça ne sera pas forcément le bon non plus. Hein. Donc, il y a aussi quand même en termes de profil, des profils où on sait que ça va pouvoir fonctionner et d'autres où on sait que ça ne va pas pouvoir fonctionner tout de suite parce qu'ils ont d'abord besoin d'un petit travail individuel, personnel pour pouvoir avancer avant de se mettre dans une posture de facilitateur où le facilitateur n'est pas là pour prendre parti, hein, quelle que soit la thématique, même si c'en est un expert, mais il n'est pas là pour prendre parti, mais plutôt pour animer finalement le travail de réflexion et faire en sorte qu'il guide les personnes vers voilà, de l'apport de valeur, de la créativité, des nouvelles idées, des décisions, comme tu le disais tout à l'heure, et surtout des plans d'action derrière, puisque c'est des temps qui doivent être quand même courts, dans le sens où ils doivent donner lieu à une mise en action de l'équipe qui est réunie ou des équipes qui sont réunies. On dit, et je fais l'analogie avec la créativité, c'est une phase de divergence, hein, de préparation, de divergence, où on se prépare à avoir des idées. Une phase d'émergence, où il y a des idées qui fleurissent, etc. C'est la phase de créativité en tant que telle. Et ensuite, une phase de convergence, où on va choisir les idées qu'on retient, etc. En termes de répartition du temps, c'est un peu comme ce que disait Einstein. Hein, il faut, si on a 1 heure pour résoudre un problème, il faut 55 minutes pour poser la bonne question et 5 minutes pour y répondre. Ben, c'est pareil dans ces processus-là. Et dans la démarche de facilitation, on est complètement dans cette approche-là, je crois. Hein, voilà. Donc attention au profil aussi. Il y a Oui, c'est ça, je voyais la question de Yann. Vas-y. Ouais. Et du kit pour l'autonomie. Alors, ça, c'est une question qui est délicate, je trouve. Avec ce bon dosage et qui fait tout à fait le lien avec ce que tu viens de dire, Serge, sur la posture. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi la facilitation? Est-ce que c'est de la posture ou est-ce que ce sont des méthodes? Alors évidemment, la réponse, c'est les deux. Mais il me semble que c'est un écueil, donc d'où voilà, par rapport à la question du kit, il me semble que c'est un écueil de commencer par les méthodes sans la posture. Donc nous, le choix qu'on a fait, en fait, au départ, parce qu'évidemment, il y a une très forte demande d'avoir une bibliothèque de ressources. Elle est où la liste des icebreakers? D'ailleurs, on a arrêté de parler de brise-glace, d'icebreaker. On parle plutôt de temps d'ouverture, d'inclusion. Bref, donc voilà, où est cette bibliothèque-là de ressources. Et donc là, où au départ, on avait voulu mettre à disposition, en fait, on est revenu en arrière et on a choisi vraiment d'investir sur plutôt la posture et vraiment rappeler aussi que qu'est-ce qui fait que je vais aller mobiliser telle ou telle ressource? C'est d'être en lien avec l'intention de la séquence, l'intention de l'atelier, tous les éléments de cadrage, être bien au clair avec les objectifs que je veux atteindre.
Voilà, ou comme tu le disais aussi, Serge, de moi, mon rôle en tant que facilitatrice, c'est de garantir le cadre, le processus, et de créer les conditions dans lesquelles l'ensemble des participants vont faire confiance à ce cadre, à ce processus pour faire ce qu'eux ont à faire. Voilà, donc oui, en fait, donc la réponse c'est non, pas de kit, plutôt accompagner la posture. Et dans un deuxième temps, oui, les gens ont envie d'être nourris sur tel ou tel module, voilà. Puis la deuxième partie de la question, c'était est-ce que les résultats de l'atelier sont remontés à la chaîne hiérarchique? Alors ça, c'est pas du tout de notre fait à nous, facilitateurs, facilitatrices, de décider. Ça fait vraiment partie, par contre, ça fait partie des questions qu'on peut poser de se mettre d'accord sur quel est le livrable, quelle forme va prendre ce livrable, et ce dont on s'assure, parce que c'est hyper important pour nous, aussi pour la résilience de notre dispositif, c'est comment est-ce que ce livrable vit, donc à qui il est communiqué, qui en est responsable, voilà, donc en fonction des thématiques, des ateliers, voilà, la réponse va être différente à cette question-là pour le niveau hiérarchique. Et puis il y avait Véronique nous la demandait troisième aussi, question, ouais, oui, l'investissement et l'implication des membres de la communauté est valorisé. Oui, alors moi, je milite pour que, au niveau global, RH soit reconnu ce nouveau mode de travail qui me semble, alors pas forcément convenir à tout le monde, ni voilà, répondre à une envie de tout le monde, mais en tout cas que ça soit possible de pouvoir s'investir en transverse, sur des missions transverses. Ce que j'aime bien appeler slasher. C'est-à-dire que je peux avoir mon métier slash je prends une autre mission transverse qui me nourrit et qui participe aussi à mon employabilité parce que je me monte en compétence sur. Nous, on considère chez Schneider Electric que cette capacité à œuvrer donc dans un atelier et à faciliter en intelligence collective, c'est une compétence clé du 21e siècle. Donc oui, chacun là est invité à investir sur ça. Donc, comment est-ce que c'est valorisé? Alors, aujourd'hui, ça dépend beaucoup quand même de l'accord du manager. Donc, c'est le manager qui, en voyant finalement le bénéfice positif pour le collaborateur qui investit sur son développement et pour l'entreprise au global qui bénéficie de ça, accepte de donc laisser son collaborateur prendre 10-15% de son temps, comme je disais. Et derrière, nous, on crée les conditions de la montée en compétences. Donc, ça veut dire proposer de la formation, comme voilà, les modalités que j'ai nommées avant. Et puis après, on demande aussi de la mise en visibilité pour vraiment valoriser l'impact de l'engagement de ces collaborateurs-là. Donc, ça va passer par, on a nous une plateforme de reconnaissance interne, donc il y a vraiment cette culture de la reconnaissance interne, du feedback, où on invite les commanditaires à publier sur cette plateforme des merci, voilà, et de nommer finalement l'impact que le collaborateur a eu dans le dispositif. Enfin, donc le collaborateur facilitateur interne là, qui s'est engagé a eu. Et puis aussi, mince, j'ai perdu ma deuxième idée, il y avait donc ça. Et oui, et puis aussi, donc on a aussi notre réseau social interne, donc qui est une autre façon aussi de visibiliser ça, et qui permet aussi souvent finalement aux collaborateurs de reboucler la boucle avec son manager et d'avoir enfin, on estime finalement qu'il n'y a personne de mieux placé que les commanditaires internes pour parler de l'impact et voilà, et donner de la reconnaissance aux collaborateurs, mais sur lequel elle peut s'appuyer pour pérenniser son engagement avec son manager. Et puis, bien sûr, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des relais, des ambassadeurs, ambassadrices d'équipe. Donc, c'est aussi, on invite les personnes qui sont dans notre communauté là à cascader finalement leurs compétences sur leur propre équipe et donc de valoriser aussi ces acquis-là dans leur mission, quoi. j'ai une question sur, parce que là on a parlé des bénéfices, on a parlé de ce que ça pouvait, voilà, comment tu arrives à imaginer cette diffusion au sein de Schneider. Qu'est-ce qui a été, ou quels obstacles tu rencontres, ou ton équipe rencontre? Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui est peut-être encore dur dans cette diffusion des pratiques d'intelligence collective, d'utilisation
des pratiques d'intelligence Mm. collective dans le day-to-day, hein, dans le quotidien finalement des équipes, que ce soit sur la prod, en R&D, chez les commerciaux ou dans les fonctions support. Mm. Alors, moi, je dirais le premier élément, c'est d'être les cordonniers bien chaussés, au sens de accepter l'agilité, accepter la remise en question permanente, accepter le caractère finalement volatile de notre dispositif. Alors, bon, il se trouve que quand même, je dois mettre en visibilité, et tu l'as dit, hein, que Schneider Electric est assez, je dirais, exceptionnel en la matière de ce que je connais de mes pairs qui œuvrent dans d'autres organisations, dans le sens où on a un sponsorship très fort au niveau top management, donc comité de direction, avec des moyens qui nous sont donnés, notamment de budget. Donc ça, c'est un élément quand même fort qui nous soutient énormément, et parce que je voyais qu'il y avait une question aussi sur finalement le côté poche d'autonomie et comment ça percole et comment voilà c'est quand même vraiment un plus d'avoir la direction qui valide ça, ne serait-ce que dans l'intention, comme je disais, hein, Schneider Electric valide que c'est une compétence clé du XXIe siècle. Bon. Donc ceci dit, en fait, on a changé notre positionnement, le choix des projets qu'on accompagne, les ambitions de combien de personnes on forme et à quel niveau on les met dans la communauté. Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pour d'autres? Enfin, toutes ces questions-là, finalement, elles sont changeantes en permanence. Donc voilà, la première chose, c'est accepter d'être dans ce tourbillon et que ça bouge en permanence. Voilà, d'une part. Après, on peut revenir aussi sur l'adoption par les managers. Ça, je vois que c'est une difficulté aujourd'hui où, donc finalement, dans notre communauté de pratique, on a pas mal de personnes qui viennent, un gros appétit pour ça, qui ont envie d'amener ces pratiques dans leurs équipes et qui ont besoin, donc à une granularité plus fine, là, d'avoir le soutien de leur hiérarchie, de leur manager pour ça, et qui peinent à soit finalement faire comprendre la valeur ou dépasser des freins qui peuvent être au niveau individuel d'un manager qui pourrait se sentir peut-être menacé que les décisions, d'une certaine façon, lui échappent parce qu'elles sont issues de l'intelligence collective. Voilà. Donc, il y a ce... ouais, c'est pas évident, en fait, d'œuvrer avec là où est la maturité des personnes et globale de l'organisation, dans cette capacité à se laisser déstabiliser et à Mhm. bousculer, en fait, les façons de faire. Mm. Mhm. Et on sait que la culture managériale française est quand même très en retard sur les cultures managériales d'autres pays, Mm. enfin plutôt Amérique du Nord ou Asie. Euh, mais et donc il y a à faire là-dessus. Euh, En termes d'accompagnement, on n'en a pas parlé, mais tu fais pas ça toute seule. Évidemment, tu as à un moment besoin de faire appel à des partenaires externes. Euh, c'est sur quoi? C'est sur la stratégie de diffusion, c'est sur la formation, tu en parlais un peu tout à l'heure, Mm. c'est sur quels aspects? Oui, alors on s'appuie sur des partenaires externes dans plusieurs modalités. Donc il y a eu bien sûr la formation, ça je l'ai nommé, aller se former à l'extérieur et acquérir des repères, ça c'était important. Et puis un deuxième volet de ça, parce qu'en fait notre idée c'est qu'on a envie d'internaliser une compétence qui existe sur le marché, alors qui est relativement récente. Enfin, bon, l'intelligence collective en France, ça a une vingtaine d'années, une dizaine d'années que ça commence à vraiment se déployer au niveau, en tout cas au moins des grandes organisations. Voilà, donc d'internaliser cette compétence-là qui existe sur le marché, et ça passe par aller se former auprès d'organismes dont c'est la compétence, et aussi de faire équipe. Ça, c'est une super façon aussi de se monter en compétence. Alors, ça demande un petit budget, mais donc c'est de compagnonner, d'avoir des facilitateurs, facilitatrices indépendants qui viennent avec nous sur nos demandes, nos dispositifs. On fait équipe et on a vraiment cet accord-là de partenariat avec ces facilitateurs, facilitatrices, au cours du dispositif, il y ait du transfert de compétences et vraiment de participer à notre propre autonomie. Et c'est très congruent avec le fait que nous-mêmes, c'est la façon dont on veut transférer aussi la compétence en interne. Donc voilà, ça se recascade comme ça entre l'externe, ça passe par nous et puis nos collègues.
Et puis, comme tu l'as dit, on s'est aussi appuyé sur des partenaires externes pour notre dispositif, parce que c'est des partenaires qui, eux, ont la visibilité de ce qui se fait dans d'autres organisations, de, comme tu l'as dit, les écueils, voilà, la vie d'une équipe comme ça, ou d'un lab d'innovation, et qui nous permettent de nous ancrer, de nous réinventer. Super. Écoutez, je vais vous proposer d'ouvrir les micros. S'il y en a qui ont encore des questions, et je suis sûr qu'il y en a encore, vous levez la main dans le petit Teams là, et puis je vous ouvrirai votre micro pour que vous puissiez poser votre question directe, et puis échanger directement avec Laure. Hop, voilà. C'est passé vite. Il nous reste 4 minutes ou on peut déborder un peu? On peut déborder un petit peu. J'avais prévu jusqu'à 11h15, sauf erreur. 12h15, excusez-moi. Super. L'invitation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a. Bon, je vous laisse réfléchir peut-être à. Ah, il y a Yann qui a une question. Alors. Voilà, j'ai ouvert ton micro. Tu peux maintenant activer ton micro, Yann, pour pouvoir poser ta question. Non, Bon, alors pas. peut-être qu'il s'agit de la question que tu as mise dans le chat sur est-ce que c'est toujours tourné innovation ou est-ce que les questions d'organisation de fonctionnement peuvent aussi être traitées en atelier? C'est ça que tu voulais reposer? Super. Oui, merci pour cette question, parce que c'est effectivement aussi une dimension qu'on a envie d'apporter. C'était modélisé là, par exemple, les 10 types d'innovation, où aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un ADN d'innovation sur des business models, enfin des modèles d'affaires, offres, etc. Et oui, on a aussi envie de pouvoir innover sur le comment on est structuré, nos processus internes. Il y a beaucoup d'enjeux chez nous autour de la simplification. Alors là, surtout, on est dans une grosse structure, donc c'est comment est-ce qu'on élimine toutes ces poches de complexité interne qui voilà, affectent à la fois notre performance et donc la façon aussi dont on est capable de répondre à nos clients. Donc oui, tout ça, c'est des sujets où il y a des forts besoins d'innovation et qu'on accompagne. C'est partout. Voilà. Et donc, en fait, nous, on considère que les questions d'organisation et de fonctionnement, en fait, donc, elles peuvent être, enfin, elles font partie du champ de l'innovation qu'on a envie d'accompagner. Mais en fonction de la taille du périmètre là, du sujet, des équipes concernées, de la complexité, on va l'aborder de manière différente. S'il s'agit, parce que quand je pense question de fonctionnement, ça peut être de remettre à plat les rôles et responsabilités, par exemple au sein d'une équipe qui vient de se restructurer, et peut-être que ça pourra être accompagné par plutôt notre dispositif que j'évoquais là, de nos facilitateurs internes, qui ont suffisamment de bouteilles là-dessus pour accompagner ça, là où nous, on va se concentrer sur des enjeux beaucoup plus larges, comme par exemple, on change de système d'information, on met à jour la version de SAP, et donc là, ça implique tellement toutes les strates de l'organisation que là, il faut un dispositif très fort d'accompagnement du changement derrière. Oui, Carole. Alors, Carole, moi j'ai ouvert vos micros pour quand vous levez la main, et donc vous n'avez qu'à vous activer votre micro sur la mire de Teams. Ça, je ne peux pas le faire pour vous. Voilà, je sais pas. Tu y arrives, Carole? Oui. Est-ce que tu peux. Voilà, il faut juste cliquer sur le micro. Le micro est barré, il faut cliquer sur le micro et que là, ça active le micro. Non, ça ne fonctionne pas. Teams nous fait encore des Bon, petites sinon, il faut surprises. poursuivre dans le chat les questions. On J'en ne peut profite, pas, moi, nous pour dit. faire une pause mouchoir. Je n'avais pas précisé que j'avais un petit rhume saisonnier. Vas-y. Eh ben, écoute, oui, je ne sais pas. Voilà, peut-être Ouais, là donc à ce maintenant. moment-là, ouais, Carole, peut-être tu peux écrire ta question dans le chat. Ouais. Moi, pendant ce temps-là, j'ai une autre question à te poser. Mhm. C'est si parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se dit, en fait, j'ai envie d'utiliser, là, j'ai envie de mettre de l'intelligence collective dans mon organisation. Quelle serait ta recommandation? Mhm.
euh, pour débuter, pour Mm. commencer et pour bien commencer? Ouais. Alors, moi, je recommanderais déjà le principe du jamais seul. Donc, trouver au moins un minima un binôme qui a cet élan-là. Et alors, si possible, enfin, il y a une vision qui peut être partagée, comme je disais, par la hiérarchie, qu'il y a du soutien de la hiérarchie, c'est encore mieux, c'est encore plus facile. Mais donc, un minima, un binôme. Aller se former, donc investir voilà, 2, 3 jours pour acquérir quand même quelques notions de base, des repères, et puis ensuite expérimenter. Et là, dans l'expérimentation, alors c'est à voir si aussi par exemple, l'organisme de formation peut un temps accompagner en mode supervision, par exemple, pour avoir quand même des retours sur la pratique, pouvoir élaborer, tiens, j'ai essayé ça, ça marche pas, ou je me pose des questions, ou se faire accompagner, parce que c'est vrai que la partie de conception d'un atelier, la marche, elle n'est pas évidente à monter. C'est pour ça que je comprenais la question, hein, Yann, du kit. Cette marche-là, elle est pas évidente à monter et elle vient vraiment avec l'expérience. Donc, d'où vraiment le principe de s'appairer, de binômer, de compagnonner, voilà, de s'appuyer sur les autres. Et puis ensuite, donc, de se lancer pour donc à la fois acquérir de l'expérience et à la fois faire expérimenter à ses collègues. Donc ça peut être, et là à nouveau, en fait, on n'est pas obligé de viser l'atelier de 3 jours tout de suite. Ça peut être d'inclure une petite séquence intelligence collective dans un rituel, voilà, une réunion préexistante. Donc que ce soit pour prendre une décision ou pour par exemple, ça peut être en collaboratif, décider de l'agenda du prochain séminaire d'équipe, ou ça peut être sur des sujets aussi classiques de vie d'équipe ou de vie de projet. Comme je disais, la rétrospective, par exemple, ça peut être de faire un KISS, là, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on améliore. Des petites modalités comme ça, une séquence de 15-20 minutes, une demi-heure, maximum 1 heure, qui permettent déjà d'aller se tester, voilà, sur une échelle plus petite, et puis de faire goûter ça. Et de repérer, comme je disais, où est l'énergie en fait pour faire grossir cette communauté de personnes qui ont envie d'aller expérimenter ça et ouais, de développer ça. Je dirais ça, Serge, tu vois autre chose que on pourrait ajouter à ce stade? Moi, j'avais noté 5 points, sponsor, stratégie de diffusion, qui est de mon point de vue essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas un plan quand même d'une stratégie de diffusion, Mm. alors on n'est pas obligé de l'avoir tout de suite, mais en tout cas, il faut avoir l'idée tout de suite de la créer et ensuite de l'ajuster régulièrement. La culture managériale, tu en as parlé aussi, c'est un obstacle. Mm. C'est évident que déployer d'intelligence collective, vous heurtez immédiatement la culture managériale en place et donc nécessairement, vous allez les transformer en opposants. Et donc, il faut agir sur cette culture managériale pour l'ouvrir et en faire des acteurs aussi de cette diffusion-là. Euh, la formation, tu en as parlé. Et puis voilà, le vivre plutôt qu'en parler, tu en as parlé aussi, voilà, Mm. expérimenter qui est essentiel. Mm. Et il y a une question, oui, de Carole Mm. qui disait, donc Carole est en charge de travailler sur une équipe de 20 personnes qui sont des porteurs de projets du plan stratégique. Euh, et donc il y a une communauté que nous avons contribué à créer. Et la question de Carole porte sur comment finalement euh, maintenir, développer, entretenir cette communauté. J'imagine ou Carole imagine que c'est des sujets auxquels toi tu as été confronté aussi. Mm. Comment tu vois la chose? Oui. Alors, déjà en préambule, en fait, j'ai envie de dire que euh, je me suis détendue avec le fait que l'animation d'une communauté, c'est pas un processus linéaire. Donc là, j'accueille la cyclicité dans plein d'autres domaines de la vie, mais je le vois aussi au niveau de la vie de communauté. Voilà, donc ça c'est déjà en préambule et aussi un peu de sortir, je suis consciente que c'est compliqué, mais sortir de ce principe de performance continue, quoi. Et donc, bon, effectivement, moi j'ai observé qu'il y avait quelquefois moins d'énergie et peut-être besoin de se réinventer, de trouver du renouveau. Euh,
Alors, ce que je pourrais mentionner, c'est finalement, moi, j'applique le principe d'intelligence collective à l'animation de ma communauté. C'est-à-dire que je leur demande en permanence d'être co-responsables, co-créateurs de ce qu'ils vont trouver dans cette communauté. Donc, de faire des feedbacks sur ça leur convient, ça leur convient pas, ce dont ils ont besoin, comment est-ce que je peux les accompagner, et puis finalement que vraiment ce principe qu'ils vont trouver dans la communauté à hauteur de l'énergie que eux mettent. Voilà, donc ça c'est un premier élément que je pourrais partager. Et puis un deuxième, justement, ça fait partie aussi des choses qu'on aura envie d'expérimenter, que j'avais entendu d'une collègue, enfin donc une paire plutôt, qui anime une communauté de managers et d'innovateurs au sein de Société Générale Assurance, et qui m'avait parlé du principe de CDD, que je trouve super. Donc l'idée que les personnes entrent dans la communauté pour une durée d'1 an et au bout d'1 an renouvellent ou sortent parce que d'autres priorités, voilà, d'autres enjeux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ça permet de avoir un engagement qui est plus restreint dans le temps. Et ce qu'elle a observé, c'est qu'il y a environ 50% des gens qui remplissent, puis 50% qui partent faire autre chose, et ça permet d'avoir des personnes qui arrivent. Et j'aime bien cette idée de, plutôt que finalement d'avoir une communauté comme ça qui peut-être au bout d'un moment, les raisons pour lesquelles les personnes étaient entrées ont bougé, d'institutionnaliser quand j'entre, quand je sors, pour garder plus d'énergie, je dirais, qui est synchronisée, voilà, dans ce qu'on fait ensemble. C'est intéressant. Super. Ben, y a-t-il encore une dernière question ou bien est-ce que nous pouvons clôturer la séance? Je vois pas qui est encore connecté. Je vois qu'il y a eu des départs. Oui, on a encore quelques personnes, et puis je vois que Yann est en train d'écrire dans le chat. Donc Voilà. Ah voilà, qui nous dit C'était merci, très merci long. beaucoup. Bravo Laure, merci. Merci Yann. Euh, Avec plaisir. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, on va peut-être s'arrêter là. Si vous le souhaitez, évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer une question et que je transmettrai alors pour pouvoir vous apporter une réponse si voilà, si vous avez besoin. Et je suis sûr qu'elle sera très enrichissante. Merci beaucoup, Laure, pour cet échange. J'étais vraiment ravie. C'est un grand plaisir, et merci Serge pour la conversation. Ça m'a beaucoup plu. Écoute, je crois que ça nous a aussi beaucoup plu de t'entendre et de te parler de ce que tu as pu réaliser, tes visions, tes envies, tes images, tes projets et tes leçons finalement de tout ce que tu as investi ces dernières années. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Et puis à très bientôt également à chacun de nos auditeurs. Belle journée à tous. Bonne À bientôt. continuation à tous et toutes. Au revoir, merci.